Retour à la vie normale, retour à notre face-à-face du mardi soir. Bonsoir Olivier Faure, Bonsoir, vous êtes député de Seine-et-Marne, secrétaire national UPS à la communication. Bonsoir Guillaume Pelletier. Bonsoir. Cofondateur de la droite forte, secrétaire national de l'UMP, chargé des études d'opinion et de sondage. C'est vrai, incroyable, on va parler pas tout de suite de la crise à l'UMP. On va commencer par un autre sujet très important, cette proposition de nationalisation de Florange et ces mots très forts d'Arnaud Montebourg hier sur Mittal. D'abord, nous ne voulons plus de Mittal en France, puis nous ne voulons plus des méthodes de Mittal en France. Soutenu en cela par plusieurs ministres et aussi par le président de la République aujourd'hui. C'était François Hollande tout à l'heure, avant le rendez-vous avec Lakshmi Mittal, un rendez-vous qui n'a donné lieu à aucune déclaration ni à aucune image. François Hollande s'était exprimé avant, au cours d'une conférence de presse avec le Premier ministre belge. Écoutez. La volonté qui est la nôtre, c'est de faire en sorte que l'ensemble du site puisse avoir une pérennité. Eh bien, ça fait partie du sujet de la discussion, qui ne pourrait être d'ailleurs que sur ce site lui-même, en aucune manière sur l'ensemble du groupe. Voilà, la nationalisation, c'est un gros mot ou c'est un mot tout à fait acceptable dans le vocabulaire de 2012, dans les pays démocratiques développés, capitalistes, Guillaume Pelletier? Mais vous savez, on est dans un temps de crise qui doit nous faire échapper à toute idéologie. Donc nous devons être avant tout des pragmatiques. Donc il n'y a pas de mot tabou, il n'y a pas de solution tabou. Il y a un double enjeu, c'est comment on assure la sauvegarde de l'emploi et qu'on aide les 20 000 salariés, les 80 000 salariés même du monde sidérurgique en France d'une part. Et deuxièmement, comment on dit aussi la vérité. Il ne faut pas que ce mot, ce soit un mirage, une fausse promesse qui entraînerait des illusions. Donc c'est... pourquoi pas, mais à la condition qu'on ait une vision d'envergure et qu'on réinvestisse de manière considérable en France pour inventer les enjeux stratégiques de demain. C'est idéologique quand même de votre part pour montrer, après le pacte de compétitivité, que quand même le gouvernement est bien à gauche. Bon, c'est tellement peu idéologique que ça a été fait aux États-Unis, en Angleterre et dans d'autres pays qui se sont posé la question de savoir tout simplement comment régler de manière temporaire la question du capital quand une entreprise est défaillante. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on observe? C'est qu'à Florange, on a un entrepreneur qui ne joue pas son rôle, qui en réalité cherche peut-être à assécher le marché et à fermer les hauts fourneaux. Est-ce que pour autant, il faut que la France ne voit plus Lakshmi Mittal? Il faut plus de Mittal en France? Non, il y a 20 000 emplois qui sont concernés par Mittal aujourd'hui. Et donc, évidemment, il faut continuer à discuter avec lui. Mais sur le site de Florange, s'il ne souhaite pas obtempérer, s'il ne souhaite pas négocier de manière intelligente, de manière à ce que tout le monde s'y retrouve, et d'abord les salariés, alors effectivement, la solution de la nationalisation temporaire se justifie pleinement. Et ça ne va pas nous coûter cher à nous? C'est ce qu'avait dit d'ailleurs Arnaud Montebourg il y a quelques semaines. C'est qu'on n'a pas les moyens de la nationalisation. Il avait évoqué cette première hypothèse. Deuxièmement, c'est ce que disaient les syndicats depuis ce matin, c'est est-ce qu'on a, au-delà de la nationalisation temporaire, des repreneurs à la solidité financière durable et capable de reprendre les sites? C'est autant de questions auxquelles François Hollande n'a pas répondu. Là, quand on voit dans sa conférence de presse avec le Premier ministre belge, c'est encore très flou tout ça. Moi, ce que je veux dire, c'est que les propos d'Arnaud Montebourg étaient trop violents sur la forme. On ne peut pas dire à l'ensemble des repreneurs du monde entier, vous n'avez plus de place en France. Pour autant, sur le fond, de poser toutes les questions possibles et les mettre, oui, je suis d'accord, et les mettre sur la table. Vous avez trouvé aussi qu'il était excessif? Ça fait peur aux investisseurs du monde entier. Il arrive à Montebourg d'être parfois avec des propos un peu excessifs, ça lui arrive. Et il le sait, mais enfin tout le monde le connaît. Donc chacun sait remettre à son niveau la nature. Enfin bon voilà, il a excusé après, il a expliqué que c'était. Vous croyez que tous les groupes étrangers qui regardent la France éventuellement pour investir doivent comprendre et décoder le langage d'Arnaud Montebourg? Voilà, c'est ça. Écoutez, je pense qu'ils s'habitueront. Voilà. Donc, oui. Il y en a qui changeront d'avis, c'est peut-être un problème. Alors, je pense pas. Je pense qu'il a été, comme parfois avec Arnaud, un peu excessif. Il l'a reconnu lui-même. Il a expliqué que c'était la méthode Mittal qu'il contestait. Et je crois que là-dessus, tout le monde est d'accord. Il y a une grande question qui n'est pas évoquée, c'est celle des brevets. C'est une question essentielle, parce qu'on a un atout stratégique énorme avec l'acier. C'est ce qu'avait dit Nicolas Sarkozy et Henri Guénaud en son temps. D'ailleurs, Henri Guénaud est plutôt sur la ligne de soutien. Et moi, je suis assez d'accord avec ce qu'il dit. Il faut qu'on envisage toutes les hypothèses, mais qu'on ne demande pas aux salariés et qu'on ne leur offre pas un mirage, pour le coup, extrêmement temporaire qui mettrait la situation sur la carte dans une situation stratégique. En fait, qui est une vraie question, parce qu'on ne peut pas commencer à nationaliser toutes les entreprises qui ne fonctionnent pas. Il faut qu'il y ait effectivement un impératif stratégique qui soit posé derrière. Et puis, si l'entreprise
l'entreprise a effectivement une capacité à survivre, à trouver un repreneur, la question du coût se pose en réalité peu parce que le repreneur rachètera à l'État français. Et donc c'est bien simplement en fait de toute façon une opération de crédit relais avec l'État qui se substitue provisoirement à l'acteur privé pour pouvoir permettre la pérennité d'un site qui autrement fermerait, coulerait, ce qui serait extrêmement dommageable. La question c'est lequel, voilà. c'est ça, actuellement. Ouais. Oui, mais aussi peut-être que d'autres viendront tendre la sébille enfin voilà, on peut se retrouver dans des situations dans lesquelles d'autres entreprises pourraient être en difficulté. C'est pour ça que je disais à l'instant qu'il faut absolument qu'à chaque fois ce soit justifié par un impératif stratégique et par la survie possible de l'entreprise. On ne peut pas être simplement à racheter et puis ensuite à se retrouver avec des entreprises dont on ne sait pas, c'est pas le métier de l'État que de gérer des entreprises partout, sur tout le territoire, à chaque fois qu'elles ne vont pas bien. Ça suppose donc à chaque fois qu'on ait en vue un repreneur, qu'on pense que la survie de l'entreprise est possible et si possible qu'il y ait une vision stratégique de... Ça ne doit surtout pas devenir la colonne vertébrale de l'État, ce serait très dangereux parce que les textes sont très précis, quand on nationalise, on doit une indemnisation juste et préalable, ce qui rend les choses très lourdes et très compliquées. Alors, comment vous regardez la crise à l'UMP, Olivier Faure? Vous vous réjouissez, vous frottez les mains, vous dites, voilà, on n'a plus besoin de rien faire, on travaille, et puis eux se détruisent. Bon, d'abord, sur le feuilleton, je trouve qu'effectivement, il est un peu navrant pour la politique elle-même, parce que quand on en arrive aujourd'hui au référendum pour savoir, enfin, on demande aux militants de l'UMP de voter pour savoir s'ils doivent revoter. C'est quand même le comble de l'absurde. Mais sur le fond, en fait, j'ai la chance d'être devant le seul vainqueur du Congrès. En fait, c'est Guillaume Pelletier qui, avec la droite forte, a fait 30%. 28. Et, quasiment 30%. Et donc, a fait la démonstration d'une droitisation de l'UMP. Et donc, ça, c'est extrêmement inquiétant parce que c'est une victoire qu'il a réalisée, mais une victoire à la Pyrrhus. En réalité, son discours conduit à une fracture morale et politique, dit François Fillon, et sur le plan interne et sur le plan externe, on le voit bien, vous défendez une thèse qui est la suivante. Vous dites, en gros, si on droitise le discours de l'UMP, demain, on siphonnera le Front National et on le réduira. Mais en réalité, ce qui se passe avec ce type de discours-là, qui était la thèse de Buisson pendant l'élection présidentielle, c'est que loin de siphonner l'extrême droite, vous lui donnez au contraire des arguments parce que vous avez légitimé son discours. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que vous faites sauter les digues et au fond, ce qui risque de vous arriver, c'est de voir la vague bleu marine vous submerger. Et de cela, personne ne peut se réjouir à gauche. Alors réponse, oui. Et ensuite on revient sur la crise elle-même peut-être. Plusieurs choses. D'abord, je le dis, je le répète, parce qu'il y a beaucoup de caricatures, nous sommes opposés à tout accord avec le Front National. Premièrement. Deuxièmement, il ne s'agit pas seulement d'accord, il s'agit aussi du fond. Je crois que c'est une erreur d'analyse de croire que la droite forte, c'est uniquement la droitisation. Nous ne sommes pas la droite de la droite, nous ne sommes pas la gauche de la droite. Nous sommes une droite qui s'assume et qui parle d'accession à la propriété, qui parle de méritocratie républicaine à l'école, qui parle de politique d'immigration, qui parle de politique européenne. Quand on regarde nos 80 propositions, non, c'est pas la fin. On demande par exemple un meilleur contrôle de l'attribution de la CMU parce que nous considérons qu'il y a trop de fraude et d'abus. Nous sommes pour la réservation de l'AME au strict cas d'urgence. On est pour la suppression des grèves politiques pour les enseignants. C'est-à-dire, je m'explique, on demande que les professeurs ne puissent pas contester une loi votée par le Parlement, comme ça se passe dans d'autres pays de l'Union européenne. Donc c'est un peu plus subtil que ce qui est présenté. Pour autant, je le dis franchement, et au nom de la nouvelle génération, et au nom de la droite forte, qui est la première motion de l'UMP, le spectacle que nous offrons aux Français et à nos militants depuis 10 jours est affligeant, pathétique et pitoyable. Qui est responsable? Tout le monde. Tout le monde. Y compris Jean-François Copé, que vous avez soutenu. Tout le monde. On est tous co-responsables de cette situation. On ne va pas commencer à dire l'un plus que l'autre. Alors ce soir, est-ce qu'on avance vers une sortie de crise, à votre avis, avec ce référendum? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Nicolas Sarkozy, excédé, et on peut le comprendre, parce que c'est quand même s'il appartient plus à l'UMP, mais aux Français, et quand même a des choses à dire dans cette situation, a demandé aux uns aux autres de se rencontrer. C'était un début de sortie de crise, ils se sont rencontrés. Il y a cette hypothèse, et j'en conviens, qui n'est pas idéale, puisque moi j'aimerais qu'on tourne la page définitivement de ce feuilleton, que d'offrir par le biais du référendum la parole aux militants. Moi je vous le dis... Vous voterez oui ou non? Je voterai non. Pourquoi? Parce que je considère qu'il est temps maintenant que nous nous opposions, non pas les uns aux autres, mais que nous nous opposions à la gauche, qui abîme tant la France. Et que de revoter, ce serait rouvrir les plaies et de transformer nos fossés en abîmes. Et qu'il est donc temps maintenant
ça a trop duré, qu'on se remette au travail de manière collective. Nicolas Sarkozy, c'est un retour sur la scène Mais politique. oui, en fait, c'est même étonnant. On a un ancien président de la République qui tente de redevenir chef de parti et puis au fond qui n'arrive pas à trouver le consensus parmi les siens. En fait, c'est ça l'événement du jour, c'est qu'on a Sarkozy qui cherche à être chef de l'UMP et qui n'est même plus chef de l'UMP. Et peut-être que c'est la conséquence effectivement de cette implosion générale avec ces groupes qui se constituent et une droite qui aujourd'hui finalement ne sait plus tellement ce qu'elle est, où elle est, avec qui elle veut diriger le pays, etc. Donc on est dans une situation qui est extrêmement préoccupante. Moi, j'ai pas du tout la même analyse. Là où Alain Juppé a échoué dimanche, Nicolas Sarkozy est en passe de réussir. Il faut être très patient. Attention, on a le référendum, on a des tensions très lourdes. Les conditions qui sont posées par l'un, par l'autre, etc. C'est un chef de parti qui n'arrive plus à s'imposer et qui n'arrive pas. Alors que l'un était son premier ministre ou son secrétaire général. Et donc, on est dans une situation. C'est pas vrai. Il leur a demandé d'abord de se rencontrer. Ils se sont rencontrés. Il a demandé qu'on trouve, par le biais d'une consultation, un début de sortie de crise. On est en passe de la réussir. Ça n'est pas une situation idéale, mais maintenant, il est temps, moi je le dis, qu'on tourne la page et qu'on se remette au travail. Et Jean-François Copé a cette opportunité, puisque c'est le président élu du parti, de s'appuyer sur les motions. C'est un appel que je lance, puisque ce vote des motions est incontesté et incontestable, et qu'il s'appuie sur la droite forte, sur la droite sociale, sur les humanistes, pour construire la droite de demain et qu'on se remette enfin au travail. Juste un petit mot, les amis de François Fillon demandent une direction collégiale. Une direction collégiale qui s'appuierait sur les motions, puisque c'est un vote qui, lui, est légitime et contesté par personne. Donc Jean-François Copé ne resterait pas le seul président, il aurait avec lui d'autres gens. Non, Jean-François Copé a raison, il est le président proclamé élu, il est le président, mais il peut s'appuyer sur une collégialité qui reposerait sur le vote incontestable des motions. Je ne veux pas rentrer dans un débat interne, mais je n'ai pas le sentiment que ce soit les conditions posées par François Fillon. Merci beaucoup, merci, c'est Alain Marchal, bien sûr, je vous retrouve avec Olivier Mazza.